Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour Lucie. Bonjour Lana. Je suis très heureuse de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Alors, je suis Lucie Chervé, j'ai 45 ans et je vis à Marseille depuis une vingtaine d'années. Et je suis la fondatrice et la dirigeante de Mirrors, qui est un organisme de formation pour les managers et les dirigeants. Super. Donc, du coup, on parlera plus en détail par la suite de cette entreprise, justement, que vous avez créée. Donc, pour commencer, on va faire un bond dans le passé pour en apprendre un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'environnement dans lequel vous avez grandi, de votre éducation, de votre enfance, un petit peu? Alors, moi, je suis née à Ajaccio par un hasard du calendrier, parce que mes parents étaient là-bas à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai déménagé dans plusieurs villes de France pendant toute mon enfance. On déménageait à peu près tous les 3-4 ans. C'est vrai que ça m'a amenée à être très curieuse de l'environnement dans lequel j'étais, des différentes personnes que je rencontrais. Ça m'a donné un côté un peu nomade, c'est vrai, que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que mes parents m'ont beaucoup poussée dans cette curiosité de l'autre, dans cette ouverture d'esprit. Et ils ont réussi alors que c'est vrai que parfois c'était à un âge où c'était compliqué de se séparer des copains, des copines, voilà. Mais ils ont toujours réussi à me présenter chaque déménagement comme une opportunité de découvrir de nouvelles choses. J'ai eu, c'est vrai, un père très investi dans son travail qui m'a transmis des valeurs d'éthique, d'engagement, d'humanisme, et une mère aussi qui, même si elle ne travaillait pas, c'est toujours elle aussi investie dans des causes sociales, humanitaires. Elle était toujours dans des associations caritatives, très actives aussi. Donc c'est vrai que j'ai eu des modèles voilà, d'engagement dans des missions d'intérêt général très forts. Et parmi les villes que vous avez visitées en France, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus particulièrement? Est-ce que Marseille, par exemple, vous que vous habitez aujourd'hui, est la ville que vous préférez? Non, alors Marseille, j'y ai trouvé justement, j'y étais pas passée dans mon enfance. D'accord. Mais c'est vrai que j'y ai trouvé ce côté cosmopolite, très libre, avec voilà, on croise des gens de toute culture, très ouverts, avec cette générosité spontanée que j'adore. Voilà. Du coup, je vais poser une question. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, quelles étaient vos passions, si vous en aviez? Est-ce que, je ne sais pas, vous pensiez déjà à entreprendre plus tard? Alors, je m'intéressais à beaucoup de choses. J'étais très curieuse de tout, poussée évidemment par mes parents dans cette curiosité. Et c'est vrai que mon père m'a très rapidement, quand il ne travaillait pas, parce qu'il travaillait beaucoup, mais quand il ne travaillait pas, il nous emmenait visiter le coin, voir les éléments architecturaux ou paysagers des environs. Et c'est lui qui a attisé ce goût pour l'architecture et comment il construit un paysage, comment il peut préserver aussi un paysage. Ça, c'est vrai que ça a été très, très marquant pour moi et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a amené plus tard à faire des études d'architecture. D'accord. Bah, justement, en parlant de vos études, vous avez fait des études d'architecture parce que justement, cette passion a été transmise un peu par votre père, c'est ça? Lui-même avait un père architecte
Donc, j'ai passé mon diplôme d'architecture. Et puis, j'ai eu quelques expériences parisiennes puisque j'ai fait mes études à Paris. D'accord. Et donc, j'ai eu quelques premières expériences professionnelles en agence à Paris. Et bon, là, de façon personnelle, avec mon compagnon, on avait décidé de s'exiler. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de s'exiler à Marseille. Et c'est en arrivant à Marseille que j'ai fondé l'agence d'architecture, CDDR Architecture, avec laquelle on a fait des équipements publics, des concours d'équipements publics. Majoritairement, un peu de logement. Et puis, par la suite aussi, on a eu quelques expériences très enthousiasmantes à Monaco pour la Société des Bains de Mer, où là, c'était très différent, évidemment, des équipements publics qu'on pouvait réaliser en France. D'accord. Vous avez touché un petit peu à l'immobilier, si je ne me trompe pas. Du coup, vous avez travaillé en agence. Ah bah oui. C'est-à-dire que pendant 15 ans, ça a été mon activité, c'était de concevoir des projets architecturaux. Et au-delà de concevoir des projets, ce qui m'animait, c'était surtout de constituer des équipes, parce qu'un projet, évidemment que c'est l'architecte qui le conçoit, mais il le conçoit pour un maître d'ouvrage qui a quand même un cahier des charges, qui a des besoins, qui a une enveloppe budgétaire. Enfin voilà, il a ses contraintes à lui et puis ses désirs à lui. Donc, il faut s'adapter à ça. Mais c'est aussi toute une équipe autour, pluridisciplinaire, avec des bureaux d'études, avec des entreprises ensuite, une fois qu'on arrive à la réalisation. Et c'était vraiment ce qui m'animait déjà à l'époque, c'était de constituer des équipes qui alimentent le projet et qui soient toutes contributeurs, toutes les parties soient contributrices d'une œuvre commune. C'était vraiment ça qui m'enthousiasmait au-delà de réaliser un projet architectural. C'était vraiment cette aventure humaine qui me plaisait avant tout. Ça, je l'ai découvert évidemment en expérimentant. Hein. Je n'ai pas fait architecture en me disant « ouais, super, je vais aller monter des équipes autour d'un projet ». C'est en expérimentant que je me suis rendu compte que finalement, je prenais plus de plaisir à mettre les gens autour d'une table pour qu'ils arrivent à tous tirer dans le même sens et qu'ils puissent nourrir chacun un projet, que de réaliser une œuvre architecturale, moi, dans mon coin. C'était pas trop mon truc. D'accord. Et est-ce que c'est à ce moment-là que l'idée de Mirance est peut-être venue, ou bien c'est venu après Ça, c'est venu après. C'est venu après parce que donc, au bout d'une quinzaine d'années, il y a eu la crise de 2008 qui est passée par là. Et où là, les concours publics, c'était réduit à peau de chagrin. Et puis, ça correspondait aussi pour moi à un moment où je me rendais compte quand même que les contraintes… moi, j'avais fait architecture parce que voilà, je voulais contribuer à construire un environnement qui soit le plus épanouissant possible, à construire la ville de demain, à ce qu'on allait transmettre à nos enfants, voilà, avec des valeurs très fortes. Et c'est vrai que j'étais quand même souvent confrontée à des contraintes budgétaires qui me permettaient pas, enfin, mais parce qu'il y a des architectes qui y arrivent très bien, hein, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'avais un peu de mal à réaliser des bâtiments qui me semblaient pas forcément pérennes. Donc, j'avais déjà un conflit un peu de valeurs aussi à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, tiens, je serais peut-être plus utile finalement à faire travailler des architectes voilà, de qualité. Donc, à ce moment-là, j'ai intégré un bailleur social. Donc, je suis passée responsable d'opération immobilière chez un premier bailleur social. Là, je suis restée pendant 1 an. Ça a été une aventure formidable parce que j'ai découvert une équipe vraiment, sachant que moi, j'avais quasiment jamais été salariée. Donc,
c'était quand même un peu le choc des cultures. Je passais de la liberté totale à voilà, une organisation. Ce sont des grosses machines quand même. Donc, cette première expérience, elle a été formidable. Et puis, j'ai intégré un deuxième bailleur social où là, ça a été vraiment un choc assez terrible pour moi, avec des conflits de valeurs assez importants. Et où j'ai tenu pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, c'est devenu plus possible pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la PNL, la programmation neurolinguistique. Et au départ, j'ai décidé de me former à cette technique de changement d'un point de vue de curiosité personnelle, quoi. Et j'ai découvert en effet une puissance, un outil d'une puissance incroyable. Donc, j'ai fait la totale. J'ai fait le technicien, praticien, maître praticien et coach en PNL. Et c'est dans ce parcours de formation que finalement, je me suis dit, bah, tiens, oui, en effet, c'est là-dedans que je veux m'engager aujourd'hui. C'est là-dedans que je veux m'investir parce que autant avant, voilà, je voulais créer des environnements par l'architecture, des environnements qui soient le plus favorables possible à ce que les gens s'épanouissent dans leur, voilà, dans leur lieu ou d'habitation ou de travail ou de loisirs. Et je me suis rendu compte que quel que soit l'environnement, si on n'était pas bien dans ses baskets, c'était quand même assez compliqué de se sentir bien, quel que soit l'endroit. Et c'est là qu'est née, en effet, l'idée de Mirrors, puisque je me suis aussi rendu compte que c'était quand même les dirigeants et les managers qui impulsaient le tempo dans les entreprises. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment eux que je veux cibler pour leur donner les outils qui leur permettent de s'épanouir et qui permettent à leurs équipes, en effet, de s'épanouir pleinement dans leur boulot. En plus, ça allait être une de mes questions. J'allais vous demander pourquoi avoir choisi justement de créer un organisme qui forme non pas les employés, mais les dirigeants et les managers. Mais du coup, vous m'avez donné la réponse, oui. Exactement, parce que c'est le premier pas, j'ai envie de dire, c'est-à-dire s'adresser aux dirigeants, s'adresser aux managers. Ça va permettre en effet de diffuser de bonnes pratiques, du bon sens et de bonnes pratiques auprès des équipes. Quand vous, du coup, vous formez des dirigeants ou des managers, est-ce que vous leur transmettez un type de management précis ou, comme vous avez dit, des pratiques et puis après, c'est eux justement qui vont, on va dire, faire à leur sauce? Oui, alors ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que comme moi, j'ai quand même une exigence un peu poussée à l'extrême, et que je sais que la solution de Pierre ne sera pas la solution de Jacques, j'ai créé des formations qui sont entièrement sur mesure. C'est extrêmement personnalisé. Et donc, en fait, ce n'est pas de la formation, ce qu'on propose, c'est d'expérimenter. C'est vraiment une expérience qui va permettre de se connaître soi, mieux se connaître soi, d'avoir les capacités de s'observer. Ce qui va permettre en s'observant de savoir là où on est bon, là où on est moins bon, qu'est-ce qui est à améliorer. Et par effet de ricochet, ça va donner des outils pour pouvoir observer les autres. Parce qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui sait observer les personnes qui sont dans son environnement, qui sait s'adapter et qui va savoir adapter son discours, ses fonctionnements, ses stratégies en fonction des différentes personnes qu'il a en face de lui. D'accord. Et du coup, au contraire des qualités d'un bon manager, qu'est-ce que vous pensez être un mauvais manager ou du moins quelqu'un qui ne va pas dans le bon sens du management de ses équipes? C'est une question piège, ça. Un mauvais manager, qu'est-ce qu'un mauvais manager? Un mauvais manager, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, qui ne va pas s'exprimer clairement et qui, du coup, ça va être source de malentendus, d'incompréhension,
Enfin, il y a des tas de choses qui font que j'aime pas ce terme de mauvais manager parce que personne n'est un mauvais manager à 100%. Enfin, j'ose espérer. Mais en effet, il y a certaines pratiques qui vont mettre des équipes en insécurité ou qui vont venir altérer l'engagement des équipes. Si on n'est pas capable d'identifier la vision, la mission de l'entreprise et que du coup, on n'est pas capable de l'exprimer clairement à ses équipes, c'est normal ensuite qu'on ait des équipes qui ne soient absolument pas, qui soient démotivées, qui soient désengagées. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, en plus, du coup, c'est le concept de PNL qui vous a amené à un peu fonder le projet de Mirrors. Et il y a aussi le concept de santé mentale, du coup, qui est quand même de plus en plus important aujourd'hui dans le monde du travail et qui, au final, c'est ce que un peu vous transmettez aux dirigeants, que vous essayez de faire passer. Ah bien sûr, bien sûr. Ça participe évidemment, puisque maintenant il y a même des obligations légales. Les entreprises ont à préserver la santé mentale de leurs salariés. Donc évidemment que c'est devenu une des missions de l'entreprise. Et notamment avec ces nouvelles pratiques de télétravail qui compliquent un peu la donne, mais où il faut être d'autant plus vigilant. C'est-à-dire comme on n'a plus les personnes, on n'est plus en contact direct et quotidien avec les personnes, il faut être d'autant plus vigilant en effet sur les petits signes qui peuvent montrer qu'un tel, en ce moment, il a des difficultés, que ce soit organisationnel ou relationnel, ou il montre des signes de fatigue. Enfin, voilà, c'est en ça qu'un bon manager, il est observateur, il est à l'écoute et il sait déceler très rapidement les signes qu'un tel ou un tel, voilà, il y a quelque chose à aller voir là. D'accord. J'ai une question sur Mirrors, justement. D'où vous est venu le nom de Mirrors? Alors, Mirrors, ça fait référence au miroir. Oui. Et ça a deux significations. C'est-à-dire que nous, en tant que formateurs, on essaie d'être les miroirs parce que on a une fâcheuse tendance quand on s'observe à aller quand même regarder ce qui nous convient. Hein. Et nous, le but du jeu, c'est vraiment de mettre des miroirs à 360 autour des personnes qu'on va former pour aller aussi essayer de voir ces angles morts, hein, c'est-à-dire de pouvoir déceler ces aspects qui seraient propices à améliorer soit en effet son fonctionnement, soit les échanges avec les autres, soit même pour soi, tout seul, pour être plus à l'aise, voilà, pour se lever le matin avec plus d'entrain. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est de donner les clés extrêmement pragmatiques. C'est en ça que la PNL est un outil incroyable et d'une puissance inégalée, selon moi. C'est de donner des clés qui vont permettre à toutes ces personnes formées d'être en capacité de s'observer ensuite, d'être leur propre miroir et d'aller voir, en n'ayant plus d'angle mort, d'aller voir ce qui peut dysfonctionner à certains moments, ce qui peut être pénalisant, ce qui fait qu'en effet, on n'est pas très à l'aise dans telle ou telle situation et de pouvoir mettre en place des fonctionnements qui vont nous permettre de fonctionner beaucoup plus sereinement. D'accord. Donc voilà l'idée de tous ces miroirs-là. Ok, c'est super beau, c'est très philosophique, j'aime beaucoup. Justement, en parlant un petit peu de philosophie, j'ai vu que vous aviez une citation sur LinkedIn qui est diriger et apprendre ne sont pas dissociables, donc de Kennedy. Pourquoi avoir choisi cette citation? Parce que pour moi, un dirigeant, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui sait qu'il a en permanence à apprendre sur lui-même, parce que son environnement ne sera jamais le même, parce que l'entreprise est une matière mouvante. Donc, selon les étapes où en est l'entreprise, oui, forcément, on ne va pas agir et interagir de la même manière. Hein. Si on a une entreprise de 10 salariés ou si on a une entreprise de 500 ou 5000 salariés, forcément que on va pas agir de la même façon.
On ne va pas voir les choses de la même façon. Et donc, un bon dirigeant, pour moi, c'est quelqu'un qui sait qu'il aura à apprendre tout au long de sa carrière, déjà de son entreprise, de lui-même, mais aussi des autres. Parce que selon les personnes avec qui il interagit, et bien forcément qu'il va falloir qu'il s'adapte. Et l'intelligence étant la capacité à s'adapter, pour moi, un dirigeant intelligent, c'est celui qui sait que, en effet, il va se former tout au long de son parcours. Et toujours dans cet esprit philosophique, est-ce que vous avez une philosophie de vie? Oui, une philosophie de vie, c'est de… Moi, je suis très orientée résultats et solutions. Donc, c'est vrai que ma philosophie de vie, c'est quelles que soient les embûches, quels que soient les cailloux qu'on a dans la chaussure, c'est de dire, bon, OK, on se pose, on enlève sa chaussure, on regarde le caillou, et puis soit il est joli, on le garde et on en fait quelque chose, voilà, on décide d'en faire, je ne sais pas moi, un presse-papier, soit on décide que non, ça n'a pas d'utilité et on va le poser. Donc voilà, c'est cette philosophie d'essayer de voir toujours ce qui peut être positif et constructif dans ce qu'on vit. Et c'est vrai que ce qui me caractérise, c'est que ma vie professionnelle a beaucoup tenu compte aussi de ma vie personnelle. C'est-à-dire que, mais comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, hein, on le voit pour des personnes qui peuvent être médiatiques ou médiatisées, qui vont aller créer une association ou s'engager dans une cause parce qu'au niveau personnel, ils ont été confrontés à ce sujet-là, ils ont eu à traverser une épreuve. Donc voilà, c'est d'arriver à transformer quelque chose qui peut parfois être douloureux en quelque chose de positif et de constructif. Et c'est ce qu'on fait aussi au sein de Mirrors. C'est pour les personnes qui sont dans ces situations-là, d'arriver à leur faire toucher du doigt, c'est de dire tu vis ça, tu sais que ça ne te convient pas et qu'est-ce que tu décides d'en faire? En quoi est-ce que ça peut devenir quelque chose de constructif pour toi? Oui, tout à fait. En quoi ça devient une opportunité? Donc, c'est vrai que moi, j'ai ce côté-là très, très présent, d'être très solution, quoi, de dire OK, là, il y a un problème, quelle va être la solution et en quoi ce problème, finalement, va m'enrichir? Et justement, en parlant d'aller de l'avant et de toujours faire en sorte de trouver des solutions, est-ce que vous pouvez nous parler du projet de la chose, que ce soit personnel ou professionnel, dont vous êtes la plus fière aujourd'hui? Je dirais pas que j'ai une chose dont je suis particulièrement fière. Après, ce dont je suis fière, c'est justement ce parcours qui a été le mien dans sa globalité. C'est-à-dire que j'ai toujours eu à cœur de contribuer à une cause commune, à un bien commun, à quelque chose qui est utile pour la société, pour l'humain. Non pas que les animaux ne m'intéressent pas, ou c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que je suis particulièrement attachée à l'humain et c'est vrai que je suis fière de ça, de dire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ose espérer que ça a permis de contribuer à un bien-être, un mieux-être pour l'humain, pour la société, quelque chose dont je peux être fière qu'on va transmettre à nos enfants. Il y a beaucoup cette histoire de transmission aussi aux générations futures. Donc, ça s'exprime évidemment différemment selon les personnes. Il y en a, ça va être sur l'écologie, sur la santé, voilà. Et moi, ça a pu être à un moment donné dans l'architecture. Aujourd'hui, voilà, ça va être d'accompagner en effet les personnes et les entreprises dans le fait de générer des environnements de travail qui soient le plus sereins et sains possible pour que les personnes puissent se réaliser au mieux. Voilà, je suis plutôt fière d'une ligne conductrice, si je puis dire. D'accord. Et du coup, je vais un peu vous poser des questions orientées plutôt vers l'avenir, puisque c'est l'intitulé de notre podcast. Qu'espérez-vous du management, du monde de l'entreprise pour le monde de demain? Ce que j'espère, c'est que un maximum d'environnements de travail
se recentre autour de ce capital humain, quoi. Que les entreprises puissent prendre conscience que, en effet, leur cœur, ce sont les personnes qui les constituent. Et que si elles ne savent pas prendre soin de ces personnes, si elles ne sont pas attentives, si elles n'ont pas à cœur de les élever, entre guillemets, c'est-à-dire les pousser à aller vers toujours un mieux, et pas en termes de rendement, bien que le rendement vienne du fait que les gens se sentent bien quand même, hein, voilà. Pour moi, elles sont vouées à disparaître. Donc, j'espère qu'en effet, l'entreprise de demain sera celle, mais ça commence déjà, hein, c'est déjà en marche, sera celle qui prend soin de ses collaborateurs, puisque collaborateur a remplacé le mot salarié, et qui veut les faire grandir, a envie de les amener à contribuer eux-mêmes, à s'épanouir dans la mission qui est la leur, dans une mission sociétale. Et pour parler de quelque chose d'un peu plus personnel, peut-être, quels sont vos objectifs professionnels ou personnels ou rêves que vous souhaiteriez réaliser dans les prochaines années? Alors ça, j'en ai plein. Moi, j'ai 10 rêves à la minute, mais faut choisir. C'est ça. C'est mon grand dilemme, ça. Mon rêve dans les prochaines années, ce serait... mais c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ma vie personnelle colore, en effet, c'est vrai, mes expériences personnelles viennent colorer mon parcours professionnel. Et c'est vrai, comme j'ai été confrontée ces dernières années parce que, voilà, mon père était malade et je l'ai perdu il y a 8 ans maintenant, et que ensuite ma mère a eu la maladie d'Alzheimer et qu'elle a été obligée d'être dans une structure spécialisée, enfin où elle est encore actuellement. Donc c'est un domaine qui m'attire, et c'est vrai que je voudrais, là à moyen terme, à court et moyen terme, orienter les formations qu'on propose vers les dirigeants de structures médicalisées, les EHPAD, les hôpitaux, les cliniques, parce que je pense que c'est d'autant plus important, non pas que je veuille délaisser les entreprises, mais je pense que c'est d'autant plus important puisque leur mission, c'est de prendre soin des autres. Donc, leur donner les outils de bon sens, hein, pour être bienveillants, pour être eux-mêmes plus sereins. Voilà, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir et qui me tient en ce moment particulièrement à cœur. D'accord. Parmi d'autres. Oui, c'est bien parce que vaut mieux en avoir plein que… Eh oui, tout à fait. On a un du choix comme ça. Voilà. Mais écoutez, c'était ma dernière question. Mais merci pour cet entretien. C'était très intéressant et c'était très beau à écouter. Très beau parcours. Et en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation encore une fois. Et on vous souhaite plein d'honneur pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Vanna. Merci. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.